Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle étude de cas. On va plonger dans les coulisses du podcast Ultra Talk, animé par Arnaud Manzanini. Alors juste avant de commencer l'épisode, on a eu un petit souci technique en introduction, donc je vous fais sa présentation, on va dire, en quelques secondes. Arnaud est un entrepreneur lyonnais et athlète d'ultra-endurance. Donc en 2015, il traverse les États-Unis à vélo en 11 jours et quelques heures. Donc suite à cet exploit, il importe ce concept en Europe, ce concept de course ultra longue distance en vélo, et crée la première Race Across France en 2018. Et comme il a eu un accident, comme il avait on va dire le bras dans le plâtre, il pouvait plus faire de sport et de vélo pendant 2-3 mois. Et du coup, pour promouvoir cet événement, il a l'idée de produire ce podcast, du coup. Et du coup, il nous partage la genèse, son organisation, comment Eurosport est devenu partenaire principal du podcast, et voilà, comment tout ça a changé un peu sa vie et a donné beaucoup plus d'ampleur à tous ces projets. J'espère que vous apprendrez plein de pépites et que vous appliquerez quelques-uns de ses conseils, et surtout vous allez vraiment pouvoir écouter son podcast qui est très inspirant pour toutes sortes d'aventures. Oui. Et donc un ami. Et donc cet ami m'envoie un lien en me disant tiens, puisque tu es immobilisé, ça va t'occuper. Et j'écoute cet épisode et en fait il s'agit du podcast de Pauline Léniaud avec Stéphanie Giquel. Ah et oui. en fait j'écoute Stéphanie Giquel et je me dis mais en fait ce qu'elle raconte c'est exactement ce que j'ai vécu aux États-Unis. Je pourrais raconter la même histoire et elle pourrait raconter mon histoire. Et c'est là que je me dis mais si elle a vécu ce que moi j'ai vécu, peut-être que moi aussi je peux partager des aventures de cyclisme ultra distance. Mais je ne suis pas podcasteur, je ne suis pas journaliste. Donc comment j'utilise ça? C'est-à-dire qu'avec ça, je fais quoi de ça en fait? Et je prends contact avec Pauline Léniaud direct et je lui dis voilà qui je suis, voilà ce que je fais et voilà l'idée que je pourrais avoir. Et elle me dit mais fonce parce que on était de ça il y a 3 ans. En France, il n'y a pas de podcast comme ça. Aux États-Unis, ça cartonne. Donc écoute, si tu veux y aller, vas-y quoi. Et je m'équipe. En fait, j'envoie 25 mails à 25 de mes contacts dans le vélo qui me disent tous, ok, on veut bien partager Arnaud. Donc je me dis, ok, j'ai déjà 25 épisodes en pipe. Yes. Donc voilà. Après, je me dis, je vais en faire un par semaine. Et là, tout le monde autour de moi me dit, mais t'es complètement cinglé, t'es pas journaliste. Tu bosses à côté à temps plein. Tu viens de lancer Race Across France. Pourquoi tu te rajoutes en fait une couche de travail avec un épisode par semaine? C'est pas ton métier, c'est du suicide. Moi, je me dis, peut-être, mais en tout cas, moi, je pense qu'avec un par jour, c'est la seule manière de créer une communauté et de créer un rendez-vous régulier avec les auditeurs. Et donc, c'est parti, quoi. Premier épisode, Serge Girard, celui qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, parce que j'aime toujours y mettre du sens dans ce que je fais. Et puis après, les cyclistes, et puis je me rends compte qu'en fait, beaucoup de sportifs qui font aussi d'autres sports, mais dans la longue distance ou dans l'intensité, ressentent les mêmes émotions que moi j'ai pu vivre. Donc, pourquoi les faire partager? Et puis, ça s'est créé comme ça. Et puis, un jour, je fais un talk à Paris sur ce que j'ai vécu aux États-Unis et à l'occasion de la sortie de mon livre. Et là, dans la salle, sans que je sache, il y avait Eurosport qui était là. Et donc, je fais mon pitch, tout ça. Et à la fin, la responsable digitale vient me voir en me disant, écoute Arnaud, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses. Il y a beaucoup d'humain dans ce que tu fais. On peut peut-être se rencontrer. Et puis on était boire un café, et puis c'est seulement au moins 6 à 8 mois après que Eurosport me dit on fait un deal, on veut bien diffuser tes épisodes. Donc alors là, pour moi, t'imagines bien un sportif pas journaliste qui vient d'une petite ville de Saône-et-Loire. Enfin, et là où Eurosport te dit prends ton podcast, on le brande Eurosport et on t'achète les épisodes. Génial quoi, enfin extraordinaire et en fait le podcast est pour moi une très belle aventure parce que je pense que le podcast représente un petit peu ce que je suis, c'est-à-dire
passionné de sport et aimer partager des choses en fait. Voilà, partager des choses et via ce support, bah, je peux parler de ce que je fais, mais aussi surtout faire partager d'autres sportifs de ce qu'ils ont vécu également. Et c'est comme ça que le podcast est né. Et après, bien évidemment, je me suis organisé, j'ai retravaillé la structure et la ligne édito de mon podcast. J'ai travaillé ma voix. Enfin, j'ai écouté aussi beaucoup d'autres podcasts pour voir bah, quels sont les podcasts qui m'inspirent, comment je pourrais essayer d'améliorer le mien. Et puis aujourd'hui, bah, écoute, ça fait 3 ans, le podcast c'est le 180e épisode. Ça fait 3 ans que chaque mardi, un épisode d'Ultra Talk sort sans la moindre pause. Enfin, c'est juste une belle aventure. Pour le coup, Ultra Talk, c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Et puis après, bah, ça m'a ouvert d'autres opportunités, comme de lancer le second avec la boîte de prod Sunday Night Production qui gère dans la tête d'un cycliste notamment, de lancer qui gère dans la tête d'un coureur, pardon, et de lancer dans la tête d'un cycliste. Donc là, on retravaille ensemble sur une saison 2. Donc, et puis, ben, j'ai pu y faire via ce podcast et j'ai pu y faire passer des messages incroyables pour mes autres activités. On va y revenir. Juste avant, le deal avec Eurosport, il se met en place à partir du 50e. Non, l'épisode 80. 80. 82, je crois, mémoire précisément. Le premier épisode que je sors avec Eurosport, c'est Sylvain Blairon, un ultracycliste. Et c'est l'épisode 82 de mémoire. Ok. Et ton organisation, on va dire, est-ce que tu as vraiment un créneau dans ta semaine ou en fait c'est quand l'invité peut, alors, tu te déplaces, tu fais à distance. Ok. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que moi j'ai toujours un pipe d'invités, donc j'ai toujours une liste sur lequel soit on me recommande. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui m'envoient des noms. Donc, je les note dans une petite liste. Moi aussi, je regarde ce qui se passe sur les différents journaux ou sur le net. Je note les noms de gens qui pourraient m'inspirer. Ou en tout cas, j'ai envie qu'ils me partagent l'histoire. Et puis après, c'est en fonction du pipe que j'ai. J'envoie des mails, en fait. Je contacte et en fonction du oui ou du non, ok, très bien. Quand est-ce que tu es disponible et après, j'essaie de me caler dans ma semaine, de m'organiser effectivement un temps pour justement enregistrer et toujours avoir ces épisodes d'avance et de ne pas tomber dans l'urgence pour bien avoir le temps de travailler avec mon invité et surtout moi de faire un travail qui est pour le coup journalistique, c'est-à-dire de valoriser. Voilà, qui est la personne, d'où elle vient, ce qu'elle fait, quelles sont ses autres interviews, qu'est-ce qu'il a dit dans ses autres interviews, qu'est-ce qu'il a dit sur lequel je pourrais rebondir dans ses autres interviews. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Jusqu'à l'interview et puis après il y a le montage et le mettre dans la grille de diffusion où parfois ça m'arrive de changer ma grille de diffusion en fonction de l'opportunité. Je pense notamment à Stanislas Gruot, le fondateur d'Explora Project. Quand je le fais, je ne sais pas qui va passer dans qui veut être mon associé. Okay. Et c'est après mon enregistrement qu'il annonce ça. Et là, tout de suite, j'ai modifié ma grille pour le positionner la semaine où il sort sur M6. Ok, super. Ouais, tu sais rebondir. Et tu as combien à peu près d'épisodes d'avance? Alors, au plus, j'ai eu 3 mois. 3 mois et demi. Wow. C'est énorme, beaucoup. énorme. Hein. Ouais, mais il y a un gros travail qui est fait. Ouais. Et au moins, j'ai 3 semaines à 1 mois. Ok. Et c'est un gros travail, c'est un gros travail d'anticipation. C'est de la récurrence en fait. Ouais, ben c'est aussi comme ton activité et comme ta discipline, je pense. C'est tous les jours que tu t'entraînes, tous les jours. Donc tu fais la même chose sur cette thématique. Exactement. Il y a beaucoup et c'est intéressant parce que j'ai vu le podcast en l'espace de 3 ans. Alors peut-être que ça sera un sujet sur lequel tu veux m'emmener, mais j'ai vu le podcast évoluer. Hein, très clairement, c'était pas mon métier à la base. C'est devenu aujourd'hui. C'est devenu une activité, c'est une de mes activités professionnelles, le podcasting, et j'ai vu les podcasts se structurer, j'ai vu certains podcasteurs s'organiser, j'en ai vu d'autres tenter de devenir podcasteurs et très vite arrêter quand ils ont vu la quantité de travail qu'il y avait derrière. Ils ont voulu saisir ça comme une opportunité, mais du côté, cette fois-ci, je suis opportuniste, avec le côté pas forcément... positif et ils ont très rapidement arrêté quand ils ont vu la masse de travail qu'il y avait derrière en fait.
C'est pas juste parler devant un micro. Il y a énormément de travail derrière. Donc, j'ai vu tout ça évoluer et j'ai aussi vu les radios se structurer. Parce qu'aujourd'hui, les radios ont vu arriver le podcasting avec les amateurs faire plus d'audience que eux, les professionnels. Et là, ils se sont dit, bon, là, il faut qu'on s'organise. Et très clairement, je le vois depuis 3-4 mois. Là, les radios ont sorti l'artillerie lourde pour que tous les podcasts natifs disparaissent tout doucement des classements, ou en tout cas soient relégués au second rang, très clairement. Ce qui n'a rien à voir avec l'audience, hein. Les classements d'Apple, forcément, les gens regardent, les marques regardent. Et aujourd'hui, les radios ont sorti l'artillerie lourde pour transformer leur émission de radio en podcast. Et forcément, on n'a pas les mêmes armes. Très clairement. Et nous, on travaille avec AudioMint. C'est justement il y a plusieurs régies, networks qui utilisent le même service pour tout ce qui est annonce. Moi, j'ai vraiment écouté plusieurs podcasts. Il y a 2 thèmes sur lesquels je voudrais te poser 2-3 questions. Tu en as vraiment profité pour enregistrer aussi des témoignages. Et moi, je suis vraiment loin d'être sportif. J'ai eu quelques problèmes de santé et pourtant, je me dis un jour, ça va être possible. À force d'écouter, je me dis là, il faut que je m'inscrive. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait un petit peu ce cheminement. À quel point, on va dire, UltraTalk amène cette visibilité sur la Race Cross France? Écoute, je pense que j'ai rien inventé. Je me suis inspiré d'autres podcasts et comment d'autres entrepreneurs mettaient en lumière leur business. Je pense à Mathieu Stéphanie, avec Cosa Vostra, je pense à Pauline Legnaud avec sa marque de bijoux. Donc je me suis juste dit, eux le font intelligemment. Moi aussi, je peux peut-être mettre en lumière ce que je fais et ce que je porte, en l'occurrence Race Cross France. Et effectivement, ça a été un vecteur. D'ailleurs, les marques l'ont bien compris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis approché par des marques pour sponsoriser, on va dire ça comme ça, ou être partenaire sur un épisode ou 3 épisodes. Ils ont bien compris, c'est qu'on pouvait toucher aujourd'hui, quand tu vois l'audience que fait un podcast, tu touches des milliers de personnes sur un épisode, et ça même dans 2-3 ans. Puisque tu peux l'écouter comme tu veux. C'est un catalogue et un actif. Exactement. T'as mis le bon mot. C'est un catalogue. Et aujourd'hui, UltraTalk propose un catalogue de 180 épisodes. Donc oui, j'ai rapidement compris ça. Mais il y a un point de bascule entre j'ai compris et je le fais. Faut aussi oser le faire. Bon, moi, je l'ai fait tout doucement, en commençant par des invités qui avaient fait la course, en parlant. Et puis, je crois que le gros déclencheur a été quand j'ai fait mon Tour de France randonneur. Donc là, on était en mai-juin 2020. Sortie du Covid. Sortie du confinement, pardon. Sortie du confinement, frustré, les courses d'ultra-distance s'annulent, donc je pars avec un ami faire le Tour de France randonneur. J'annonce sur le podcast ce que je vais faire et je dis aux gens, si vous voulez, venez rouler avec nous, voilà notre parcours. Je suis équipé d'un GPS, venez rouler avec nous. Et là, j'ai vu les gens venir rouler avec nous. Et quand je leur dis, mais comment tu as eu écho, comment tu as su? Et tous me disaient, c'est le podcast, c'est le podcast, c'est le podcast. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, les gens viennent rouler avec moi, mais me connaissent en tant que Arnaud Manzanini, le podcasteur, mais ne connaissent pas l'ultra-distance, ne savent pas tout le palmarès que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai pris un petit coup derrière la tête, où je me suis dit, OK, donc là, les gens viennent à ma rencontre parce qu'ils ont écouté le podcast, mais ne viennent pas pour rouler avec le cycliste. Tu vois, Arnaud Manzanini, le cycliste ultra-distance, qui a fait l'Amérique, tout ça. Et là, je me suis dit, OK, donc j'ai une carte à jouer. C'est-à-dire que si tu veux faire grossir ton épreuve, si tu veux qu'un jour, ça soit ton activité principale, parle-en naturellement, intelligemment, avec de la passion et de l'humain. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, mais ça a vraiment été le déclic, ça a été ce moment-là. Okay. Et j'ai commencé à en parler. Et puis ça. C'est la magie. Je pense que ça a été un des points très très importants, à tel point que quand j'ai mes stats de la part d'Eurosport, mes plus gros mois d'audience sont quand il y a Race Cross France. Bah oui. Mes plus gros mois d'audience sont quand il y a Race Cross France. Donc ça veut dire que maintenant, le podcast vient se positionner pour d'éventuels partenaires de Race Cross France comme un avantage. Oui.
tu peux aller dire, et en plus, il y a le village, il y a le village départ, tout ça, et en plus, il y a le podcast. Bien. Tout à fait. Et justement, en termes d'audience, là, t'as quelques chiffres tu peux nous partager quelques volumes? Le plus gros épisode, c'est Kylian Jornet, très clairement, qui à lui tout seul représente un mois d'audience en moyenne. Mais j'ai une audience qui est analysée par justement les gens qui font ça chez Eurosport. Et j'ai la chance d'avoir un podcast très solide. C'est-à-dire que j'ai quasiment tout le temps la même audience. Je n'ai pas des auditeurs qui viennent piquer un invité, tu vois, qui viennent écouter un invité qui repart. Je sors un épisode, la première semaine, j'ai quasiment tout le temps le même niveau, et au bout de 3 mois, c'est quasiment la même audience. Aujourd'hui, je suis à peu près entre 50 et 60 000 par mois, ce qui est... Alors, j'ai pas de comparatif, mais de ce que Eurosport me dit, c'est que c'est un podcast très solide. Très solide. Voilà, il est structuré, il plaît, il marche bien. Donc après, moi, je l'ai pas fait pour ça, mais parce que je l'ai fait naturellement. Enfin, moi, j'ai construit mon podcast naturellement en me challengeant aussi sur comment je peux le faire évoluer. Mais en tout cas, ouais, j'ai un podcast Ultra Talk qui est quand même connu, apparemment, de ce qu'on me dit. Bien brandé. Voilà. Et qui marche bien. Donc ça veut dire que Eurosport, eux, sont contents parce qu'ils ont de la visibilité, ils peuvent aller chercher des marques qui sponsorisent l'événement, l'épisode. Et moi, je peux attirer aussi des marques qui viennent me voir en disant, on aimerait mettre en lumière soit un sportif de l'extrême, mais que l'on équipe, soit on aimerait tout simplement parler d'un device ou d'un article qu'on sort et comment le mettre en lumière. Donc c'est génial parce que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de travailler avec les marques. Moi qui suis passionné de sport, quand tu as Sunto qui vient te voir, qui te dit on aimerait bien travailler avec toi, alors que j'aime la marque pour ses valeurs, là, c'est génial. C'est génial. Quand ça se passe comme ça, c'est génial. Et tu as vraiment la liberté et l'amplitude avec même le deal d'Eurosport d'avoir quelques épisodes, quelques marques, quelques partenaires qui viennent dans la boucle. Ouais, complètement. Là, le Eurosport a été très très clair. J'ai la chance d'avoir une superbe relation avec Eurosport. Ça a été très clair, c'est que nous, effectivement, si on peut monétiser ton podcast via nos sales, notre équipe de sales à nous, on le fera. Mais toi, Arnaud, si tu as une marque qui vient te voir, libre à toi de faire le deal que tu souhaites. Donc c'est vraiment confortable. Ouais. On n'a pas parlé, mais c'est toi qui fais le montage, mixage, tout ça? Plus maintenant. Je l'ai fait jusqu'à l'épisode 100, je crois. Ok. Donc je sais ce que c'est que d'avoir les mains dedans. Je sais ce que c'est que de monter un épisode. Il y a des fois, je coupais plus ma voix que celle de l'invité parce que j'étais perfectionniste. J'allais trop loin dans le détail. J'ai dû des fois réenregistrer ma voix sur le podcast parce que j'ai fait des nuits pour livrer un podcast propre. Donc je l'ai fait, oui, pendant 1 an et demi, et maintenant je fais monter par quelqu'un. Ouais, je fais monter. Ok. T'as d'autres personnes dans l'équipe qui viennent un petit peu dans le process ou? Non, j'ai travaillé pendant quelques mois avec un ingénieur du son qui retravaillait le son parce que j'avais compris à un moment donné que il fallait être nickel. Avoir la qualité. Voilà. Nickel. Il faut, voilà. Et j'ai écouté d'autres podcasts qui étaient très très bien classés, faits par des gens très médiatisés. Et parfois, je suis tombé de haut en me disant, mais c'est quoi ce son? Comment tu peux sortir un podcast avec le nom que tu as, ce que tu représentes, l'invité que tu as en face de toi, avec un son comme ça, quoi? C'est pas possible. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé le son, et après, au niveau budget, ça passait plus. Donc j'ai préféré me concentrer sur le montage parce que j'avais plus de temps, moi, à y consacrer. En lui demandant bien évidemment de repasser le son. Donc aujourd'hui, j'ai un seul prestataire qui me travaille ça. Sinon, c'est moi toujours qui fais mes vignettes. J'ai personne en créa. Disons que ça pourrait être le next step, c'est quelqu'un qui prenne en charge aussi la communication. Donc en grosso modo, combien de temps tu y passes chaque semaine? Une journée, l'équivalent d'une journée? Je dirais que, en tout cas, c'est pas en dessous d'une grosse demi-journée. Voilà. C'est pas en dessous d'une grosse demi-journée parce qu'entre le temps de contacter l'invité, d'aller préparer ton fil rouge pour le podcast, de monter le podcast, c'est toi qui le montes, ou en tout cas de donner des directives de attention, ça il faut couper, ça voilà, ça machin, de préparer ta com, oui, c'est une journée. C'est une journée.
Ok. Oui, voilà. J'ai écouté plusieurs fois et il y a une vraie atmosphère. Je l'ai rarement écouté sur d'autres. Peut-être que c'est un sujet, mais j'aime écouter quand tu enregistres souvent dans peut-être des cafés, mais surtout sur le village du départ. Il y a une vraie atmosphère de course, tu sens un petit peu voilà, tu es un petit peu en condition immersive. Est-ce que, est-ce qu'au début tu faisais attention aux conditions et tu étais plutôt très feutré et puis au final t'as laissé un peu. Non, non, en fait, c'est très simple, c'est que à un moment donné, quand j'ai lancé mes épisodes, le Covid n'était pas là, donc c'était du face à face. Donc tu invitais la personne et tu la rencontrais en face à face, ou alors tu te déplaçais. Il n'y avait pas de comme on fait aujourd'hui ou de Zoom ou de tout ça. Enfin non, la priorité c'était le face à face. Voilà. Et donc mon studio d'enregistrement, c'est comme ça que je l'appelle. C'était le bar de l'hôtel Renaissance République à Paris, parce qu'une fois j'y étais allé et puis comme moi j'ai habité Paris 4 ans, mais au moment où j'ai lancé les épisodes, j'y habitais depuis 1 an et demi. Je connaissais pas trop les lieux, les endroits, puis j'avais pas de budget pour louer quoi que ce soit. Donc je me suis dit j'irai dans un endroit un peu feutré, classe, avec une petite ambiance. Et puis j'ai pris contact avec la responsable de l'hôtel Renaissance qui m'a dit bah, sans aucun problème, tu peux te mettre là, tu viens. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes premiers épisodes. Alors oui, il y a des bruits de machines à café, il y a des bruits de gens qui passent, des bruits des gens qui discutent. Mais j'ai eu le retour comme quoi, bah, en fait, c'était bien, ça crée une ambiance. Et Hmm. donc, j'ai toujours continué comme ça. Et puis, effectivement, quand j'enregistre dans une brasserie, j'essaie de me mettre dans un coin un peu pas trop exposé au bruit, ou que j'enregistre sur la ligne de départ de Race Across France. Bah, effectivement, on entend des gens parler, on entend. Et ça fait partie ça fait D'Ultra partie de Talk. l'atmosphère. En tout cas, je n'irai pas le cacher. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ça fait partie, effectivement, ça fait partie de l'ambiance et de l'univers. Et je crois que d'ailleurs, Ultra Tall, je ne l'ai jamais enregistré en studio. Autant dans la tête d'un cycliste, j'ai fait Hmm. quelques épisodes en studio, mais Ultra Talk a toujours été enregistré soit dans un bar d'une brasserie, soit dans le hall d'un hôtel, au départ d'une ligne de Race Cross France, mais jamais en studio. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante, la plus inattendue que tu as fait pour faire connaître Ultra Talk? Oh, la plus inattendue, la plus surprenante, oh là là, moi, alors, j'ai rien fait vraiment de surprenant, je dirais. C'est surtout le fait d'oser, en fait, tout simplement le créer, en fait. Voilà, je pense que ça a été, je pense que c'est ça le plus surprenant, en fait, ouais, pour répondre à ta question, c'est d'avoir fait l'épisode numéro 1, en fait. Si j'avais su où allait m'emmener l'épisode numéro 1, si j'avais su les gens que j'ai eu en face de moi, enfin, qui a une journée, quoi. Qui a une journée, je l'ai fait comme je te fais, comme on est là, tu vois. Des champions que j'ai rencontrés, mais des gens aussi totalement inconnus du grand public, mais qui ont fait des choses incroyables. Hmm. À chaque fois, ces gens-là m'ont inspiré. J'ai toujours pris une petite part des 180 personnes que j'ai en face de moi pour me développer personnellement. Ça vraiment, il y a des gens qui m'ont énormément marqué. Et quelque part, ce podcast, et je le dis parfois, euh, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que moi, je vis avec les émotions. J'en parle beaucoup dans mon podcast. Je pense que tu l'as entendu. C'est mon moteur. C'est Hmm. ça. Et parfois, ça peut être dangereux parce que les gens qui sont en face de toi, ils ouvrent leur cœur. Certains ouvrent leur cœur devant toi. Ah oui. Euh, et derrière, toi, tu prends en pleine tronche pendant 1 heure et demie leur vie, leur histoire. Et c'est dur parfois de garder les pieds sur terre. Ouais. C'est dur parfois de relativiser. Ça t'emmène, ils t'emmènent avec eux, tu vois ce que je veux dire? Et ça, parfois, c'est le plus difficile. C'est de prendre un temps après l'enregistrement ouais, de redescendre. Parce que souvent, l'invité pleure en face de moi. Tellement j'arrive à le mettre en confiance par mes questions, Ouais, par le fait aussi que j'ai de l'expérience. Là, c'est l'avantage de ne pas être journaliste. Tu vois ce que je veux dire? oui. D'être C'est humain à humain, quoi.
d'être avec humain, un d'avoir micro, vécu des quoi. choses extrêmes. Et d'être l'équivalent. Voilà, d'avoir vécu des choses extrêmes. T'enregistres entre pairs quand même. La personne qui me dit ouais, j'ai souffert le froid, la solitude, le manque de sommeil, bah je sais ce que c'est, donc on peut en parler, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à instaurer la confiance. Je pense à un navigateur, Thomas Coville notamment, il avait les larmes aux yeux, quoi. Je pense à Marine Leleu, qui s'est fait connaître parce que certains l'appellent influenceuse, mais moi je la trouve une grande sportive, Marine Leleu. Elle a même du mal à accepter son niveau sportif, mais il faut voir les entraînements Les les entraînements charges d'entraînement et qu'elle se les met. défis. Et les Et les défis. défis. Ouais. Et pourtant, certains la trouvent plus influenceuse que sportive. Non, Marine Leleu, moi, ça a été une des plus belles rencontres sur mon podcast. Ça a été une des plus belles rencontres. Je parle de la personne. J'étais même gêné dans la conversation. À 3 fois, elle s'est mise à pleurer parce que j'ai été chercher des choses que d'autres ne vont pas chercher, parce que j'arrive à capter ces petits moments quand elle me parle de ah là il faut creuser parce qu'il y a un truc. Parce que j'écoute en fait, je pense. Je suis pas dans mes questions-réponses, dans mon déroulé de podcast. Certes, j'ai des axes, mais je sais rebondir ou ah là il faut que je creuse parce qu'il y a un truc. Plusieurs fois, j'ai dit des choses pas forcément agréables à mes invités, mais c'était la vérité. C'était la vérité. Et je pense qu'ils se sont sentis touchés par rapport à ça et ils ont pu se dire ah, attends, le gars là, il est en face, il a compris ou il a senti un truc et donc je peux parler. Mais je pense que voilà, la chose la plus osée que j'ai pu faire pour faire connaître Ultra Talk, c'est l'épisode numéro 1 en fait. C'est ça, c'est de l'avoir lancé. Magnifique réponse, effectivement, très très aligné. Et oui, bon, j'ai envie de rajouter plein de choses, mais c'est vraiment magnifique cette écoute active que l'on obtient quand on est vraiment à sa juste place en tant que podcasteur. Mais tu sais, il y a une chose que j'en parle très peu. Je le mets pas du tout en avant à titre professionnel, mais j'ai une certification de coach professionnel. Et je pense que je me sers en fait de ça. Alors pour moi, le coaching, c'est un bien grand mot, très à la mode. Tout le monde est coach. C'est d'ailleurs pour ça aussi une des raisons que je ne mets pas en avant, c'est qu'une certification aujourd'hui, c'est quoi? Ben en fait, tu payes une semaine et à la fin on dit que t'es certifié. Voilà, t'as pas de diplôme, t'as rien. Voilà. Donc moi j'ai vite compris que ça, bah, c'était sympa, mais c'était pas suffisant pour en faire un business. Donc c'est pour ça que je le mets pas du tout en avant. Mais par contre, j'ai travaillé des techniques de coaching. Et le coaching, c'est quoi? C'est de l'écoute. C'est de l'écoute active et de renvoyer des questions à la personne qui est en face de toi, des questions parfois totalement naïves, mais qui vont lui permettre d'avoir une réflexion différente ou de creuser son sujet. C'est ça le vrai coach. Et donc, bah, je pense que cette certification me sert. Et en fait, je pense que le podcast, c'est aussi un certain alignement des planètes entre tout ce que tu as pu faire avant, tout ce qui t'a construit, tout ce que tu fais à côté. Il y a plein de choses qui viennent se mettre dans le podcast, et notamment cette fibre de coach, d'écoute, de questionnement qui transpire dans le podcast. Ouais, tout à fait d'accord. Avec cette posture, avec cette remarque. On relie les points toujours après. Exactement. Dernière petite question. Est-ce que tu as des axes, des projets d'amélioration, de création sur cette partie-là, voilà, en 2022 ou sur les prochaines années? Vers quoi tu as envie d'aller? Alors, moi, je sais pas si ça se fera en 2022, mais effectivement, je veux garder le podcasting malgré toutes les activités que j'ai à côté. Beaucoup me disent, mais Arnaud, tu veux continuer le podcasting? Ah, vraiment oui, parce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, dans lequel je prends du plaisir, et bah, apparemment, ça fonctionne, ça marche. Donc, il y a beaucoup de gens qui me font des retours. Je reçois des messages tous les jours, mais vraiment tous les jours, hein. De merci Arnaud du partage. Merci Arnaud, j'ai perdu 35 kilos et depuis l'écoute de tes podcasts, je me suis remis au sport. Enfin bref, tous les jours je reçois des messages. Donc ça fait partie de ma notion de partager, tu vois, dont on parlait. Donc il y a aucune raison que j'arrête, puisque ça me plaît, ça plaît aux gens. Par contre, là où j'aimerais aller, et j'observe beaucoup ce que font les Américains, parce que je pense qu'on touche un autre public avec ça, c'est du podcasting, mais enregistré en vidéo sur un vrai studio, scénarisé,
Parce que pourquoi? Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est une émission de télé. Tu vois, c'est une émission en fait que tu veux faire. Alors, pas vraiment. Alors peut-être si c'est le don que ça porte, mais en tout cas, je trouve pourquoi je veux faire ça, c'est parce que les larmes dont je te parle que mes invités ont dans les yeux, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas en écoutant un podcast. Mais on Peut-être que les tu entends un entend. petit peu la On les voix, entend un voilà. peu. Peut-être que tu entends un peu la voix, voilà. Mais les voir, c'est encore autre chose. Les voir, c'est encore autre chose. Parce que là, tu as vraiment une émotion. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose, j'en parle énormément, hein, à Eurosport, à Sunday Night Production, que pour moi, le next step dans le podcasting en France, c'est c'est des podcasts que tu retrouves sur YouTube et qui sont scénarisés dans un cadre, dans un bel endroit, pour que l'invité soit totalement à l'aise et là qu'il y a une conversation. Et là qu'il y a une conversation qui s'instaure. Voilà, je crois beaucoup en ça parce que tu touches un autre public et tu vois d'autres choses transpirer. Ouais, c'est clairement clairement un axe. Je pense quand même que la voix offre ces passages d'émotion. Oui, bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Tu l'entends. YouTube, évidemment, il y a une amplification Alors et on le je dis voit, hein. YouTube, mais ça peut aussi être Enfin, les nouveaux Twitch, supports. Voilà, exactement, les nouveaux supports qui arrivent, hein, sans problème, hein. ouais. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, son et image, quoi. Ouais. Ok. Exactement, tout à fait. Eh bien, un grand merci et encore longue vie, très très longue Ouais, vie à Ultra Talk, vraiment c'est comme gentil. l'aventure comme la longue distance. Voilà, je Ouais, pense que c'est t'es gentil. Mais parti pour longtemps. déjà, tu sais, quand je vois que l'épisode 200 se profile, je me dis waouh, Ouah. 200 épisodes, quoi. Ah ouais, c'est juste, c'est une belle histoire. Franchement, Ultra Talk, c'est une belle histoire. Ouais. Eh ben, on clôture là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi.